Bonjour et bienvenue dans ce nouveau dialogue littéraire. C'est depuis la galerie La Navire à Brest que je vous souhaite une très belle année 2019. Cette galerie d'art contemporain, proche du quartz, expose des artistes reconnus ainsi que des jeunes talents. Sous l'égide de Marie-Pierre Dillasserre, cette galerie fêtera bientôt ses 30 ans d'existence. Véritable écrin brestois de l'art contemporain, la galerie rayonne dans toute la région. Dans cette émission, je vous propose de retrouver Karine au rayon poche de la librairie. Vous pourrez également entendre Laurent Gounel pour son dernier livre « Je te promets la liberté », ainsi que Maëlys de Kerangal pour son nouveau roman « Un monde à portée de main ». Laurent Gounel, que nous suivons depuis L'homme qui voulait être heureux, propose avec « Je te promets la liberté » de réinvestir le théâtre de la vie. Écoutons-le au micro de Carole. Laurent Gounel, bonjour. Bonjour Carole. Vous êtes notamment l'auteur de L'homme qui voulait être heureux et vous êtes ici pour votre 6e roman, Je te promets la liberté, dans lequel vous nous contez l'histoire de Sybil Cherdoun, une jeune femme volontaire qui se trouve face à une impasse. Elle a 10 jours pour sauver son poste, ses relations professionnelles se compliquent jour après jour et sa relation amoureuse s'étiole également. C'est alors qu'elle croise par hasard le chemin d'un ancien ami qui lui parle d'un homme mystérieux, capable d'installer en elle une nouvelle personnalité. Alors, comme dans vos précédents romans, l'histoire de Sybil invite à la connaissance de soi et des autres. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré ce thème, ce prisme de la personnalité ? Vous savez, ça faisait des années d'abord que j'avais envie d'écrire sur ce thème, parce que la personnalité est quelque chose de tout à fait étonnant. C'est-à-dire on ne la choisit pas, on vient au monde avec. Il y a l'éternel débat sur le l'inné et l'acquis, mais aujourd'hui la plupart des psychologues s'entendent pour privilégier l'hypothèse innéiste. Donc on vient au monde avec, et ma foi, la plupart des gens, la plupart d'entre nous ont tendance à s'identifier à leur personnalité, c'est-à-dire ne pas faire trop de différence entre eux-mêmes et leur personnalité. Et moi, je pars d'une hypothèse qui est un peu dérangeante, quelque part, qui est que la personnalité est au contraire ce qui nous empêche d'être véritablement nous-mêmes. Au cœur de ma personnalité, il y a une problématique de peur. D'accord ? Et pourtant, si vous dites Laurent Gounel est un homme peureux, à la fois il y a une part de vérité dedans, et en même temps vous dites rien sur moi. Pourquoi ? Parce que les peurs sont en fait ce qui m'empêche d'être moi-même. Et finalement, il a fallu que j'apprenne à me libérer de ces peurs qui pourtant sont au cœur de ma personnalité. Ma personnalité est structurée autour de ça, pour pouvoir m'autoriser à être pleinement moi-même et faire ce que je voulais dans l'existence. Alors effectivement, la psychologie des personnages est au cœur de ce roman. Un domaine que vous connaissez bien, mais quelle recherche particulière vous a poussé à faire ce roman ? Eh bien, en fait, je me suis basé sur un modèle de typologie de personnalité qui existe, qui s'appelle l'énéagramme, alors qui est très peu connu et très peu répandu. Pourquoi ? Parce qu'il est complexe, mais c'est aussi ce qui fait son intérêt. On en a trouvé des traces chez Pythagore, moi j'en ai retrouvé par mes recherches des traces chez Evagre. Et en tout cas, c'est un modèle qui est très très riche. Pourquoi ? Parce qu'il n'enferme pas les gens. Ça veut dire qu'en fait, vous dressez des grandes familles de personnalités qui sont réunies en fonction de l'intention qui motive les actes dans la vie. Et vous voyez bien que ce n'est pas enfermant, parce que derrière une même intention, en fait, vous avez une multitude de comportements possibles. Et donc, chaque personne est vraiment unique et différente. Et l'importance de l'épanouissement au travail est un sujet phare également dans ce livre. Une problématique très contemporaine d'ailleurs. Quelle place, quel rôle doit occuper le travail selon vous aujourd'hui dans nos vies ? Je crois que quand on travaille, on passe la majorité de notre vie éveillée au boulot, vous voyez, entre l'âge où on entre dans la vie active jusqu'à l'âge de la retraite. C'est quand même assez long, hein, c'est plus de 40 ans, puis ça peut s'allonger. Donc c'est dommage de ne pas aimer son travail, c'est dommage de ne pas s'y épanouir, alors que moi je suis intimement convaincu que chacun a chacun a une mission. Vous voyez, on a tous des talents. Avec le recul aujourd'hui, je sais que c'est lorsqu'on écoute son cœur, donc ce qui nous motive véritablement, mais ce qui va allumer justement cette petite lumière dans les yeux, c'est à ce moment-là qu'on est le meilleur dans ce qu'on fait. Et donc l'économique suit, j'ai envie de dire, vous voyez, parce qu'à un moment donné, quand on aime ce qu'on fait, c'est là où on a accès pleinement à toutes nos ressources. Puis aussi, on a plaisir à développer les compétences, oui, à se former. Donc c'est là où on est le meilleur. Et en général, on arrive à trouver un équilibre sur le plan économique, même si ce n'est pas gagné d'avance, parce qu'on peut être attiré par des choses qui n'ont pas forcément de débouchés. Oui.
Maëlys de Kerangal nous avait bouleversés dans son roman Réparer les vivants. Avec un monde à portée de main, elle nous fait vivre les atermoiements d'une jeune créatrice de décors en trompe-l'œil. Écoutez-la au micro de Laurence. Maëlys de Kerangal, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Alors, Un monde à portée de main, c'est le titre de votre nouveau roman qui est paru aux éditions Verticales. Et vous nous y embarquez à la suite de Paula Karst, une jeune femme de notre temps que l'on suit de ses 20 à ses 27 ans, alors qu'elle sort de l'adolescence et qu'elle découvre le monde du trompe-l'œil lorsqu'elle décide de devenir copiste et d'apprendre à reproduire les matériaux qui composent le monde. Alors avant tout, comment est né ce livre et dans quelle mesure peut-on dire qu'il s'agit d'un roman d'initiation ? C'est un livre qui est né d'un désir au départ d'écrire sur la préhistoire. J'ai appris qu'il y avait eu 2 facsimilés qui avaient été construits, réalisés en France, un à Chauvet et un à Lascaux. Et je suis allée voir ces facsimilés. Il y avait ces jeunes femmes qui travaillaient donc à reproduire, à recréer, à donner une image de cette grotte qu'on ne pouvait plus voir. Assez vite, il y a une analogie qui a pris forme, qui est celle du roman et puis du facsimilé, qui sont des formes aussi de faux l'un et l'autre, qui sont des formes dans lesquelles on rentre et puis qui vous conduisent à des éclats de vérité, des expériences. Enfin voilà, du coup, et à partir de là, le livre s'est enclenché, mais ce qui devait être un livre sur la préhistoire est devenu le livre de Paula, en fait. Voilà. Alors oui, Paula, en effet, est au centre du livre. Autour d'elle gravitent plusieurs personnages, sa famille, 2 amis très proches et aussi une foule de rencontres qu'elle va faire tout au long de sa formation. Et dès les premières pages, Paula, elle apparaît comme une jeune femme très contemporaine, avec des préoccupations de notre temps, même si sa sortie de l'adolescence a aussi quelque chose d'universel. Alors comment elle s'est construit, ce personnage, pour vous, et qu'est-ce qu'il dit de notre monde actuel ? J'avais beaucoup regardé les adolescents dans des livres précédents, des adolescents, j'ai au sens presque biologique du terme. Hein. Et là, c'était la jeunesse encore, mais on est plus tard, et c'est le moment où on va passer un seuil. On va passer à autre chose, on va rentrer dans le monde des adultes. Et ce qui la caractérise, c'est qu'elle va connaître ce qu'on pourrait appeler une forme de précarité dans le travail. C'est-à-dire que son travail va être de peindre sur des chantiers, de peindre des faux marbres, des faux bois, d'être peintre en décor. Et en fait, ça va être une vie assez fragmentaire, où il y a de la discontinuité. Oui. Alors ça tient évidemment à son métier, mais ça tient aussi au monde qui l'entoure et en fait qui la sollicite pour quelque chose qui va durer 3 jours, pour quelque chose qui va durer 6 mois, et la manière dont elle va se débrouiller avec ça. Et à chaque fois, il faut reconnaître des gens, retrouver, recréer des contacts, créer de nouvelles relations. Alors cette idée que voir, c'est imaginer, ça nous ramène à la fiction et à la littérature. Est-ce qu'à travers ce livre, vous vouliez aussi dire des choses sur l'écriture, sur ce que c'est qu'écrire ? Oui, alors j'avais pas du tout anticipé que Paula ressaisirait à ce point, et quasiment tout le temps, des questions, des interrogations que moi je me pose. À travers elle, j'ai senti que plus le livre avançait, plus elle ressaisissait des choses de moi très personnelles. C'est vrai que cette espèce d'analogie roman, facsimilé, Lascaux 4, je l'avais un peu au départ. Mais ce qui s'est produit, elle est bien au-delà de ça. C'est-à-dire quand Paula engrange des mots, quand elle rentre dans son carnet noir, quand elle doit apprendre ces mots qui décriraient les couleurs, les pinceaux, les marbres, etc. C'est vrai que pour moi, ça me reconnectait à moi des propres pratiques de connaissance et d'apprentissage de certains lexiques, des lexiques souvent spécialisés, professionnels ou techniques. Et ça, je voyais bien qu'on marchait un peu du même pas et qu'elle était comme toujours un espèce d'écho de ma pratique d'auteur, enfin d'écriture. Nous retrouvons Karine au rayon poche de la librairie. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, je crois que tu as 2 lectures passionnées à nous faire découvrir. Est-ce que tu peux commencer par ton premier coup de cœur ? Oui, le premier, il s'agit des Filles au lion de Jessie Burton. Ici, 2 histoires se superposent. Nous sommes à Londres, fin des années 60. Une jeune femme originaire de Caraïbes, Odelle Bastien, caresse des rêves d'écriture,
Mais en attendant, elle cherche un petit boulot et elle va décrocher un emploi dans un musée en tant qu'assistante. Cette femme est profondément chamboulée par la vue d'un tableau qui n'est autre que Les filles au lion. Odile Bastien va chercher à percer le secret de ce tableau, de savoir quelles sont ses origines, qui est l'artiste qui l'a peint. Nous sommes ensuite en Andalousie, l'Espagne, fin des années 30, et nous faisons connaissance avec une famille, la famille Schloss, dont le père est marchand d'art. Olive, sa fille, est peintre, mais pas en cachette, car son père pense que les femmes n'ont pas... Voix au chapitre de ce Voix au côté-là. chapitre, exactement. C'est un roman époustouflant. Les tableaux dont il est question n'existent pas. Cependant, on les visualise. Les couleurs sont explosives, chatoyantes. C'est magnifique. Et ce livre interroge, l'air de rien, la place des femmes dans la création artistique. Merci beaucoup, Karine. Est-ce que tu peux passer à ton deuxième coup de cœur? Et soudain, la liberté d'Evelyne Pizier et Caroline Laurent. C'est un roman qui m'a véritablement bouleversée, parfois émue aux larmes, tant par son propos que par son écriture. Alors, deux auteurs, par contre. Deux auteurs. Roman commencé à 4 mains, achevé à 2 mains. Il s'agit d'un roman autobiographique, celui d'Evelyne Pizier, qui est Lucie dans le roman. Deux femmes qui vont tenter de s'affranchir l'une de l'autorité maritale, l'autre de la tutelle paternelle, pour gagner leur liberté. L'émancipation va passer par la découverte d'un livre que Mona se voit remettre par une bibliothécaire, Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Dès lors, il y a une prise de conscience qui s'opère chez cette femme et il y aura un avant et un après cette lecture. Ce roman, ce passage est d'une intensité incroyable. On voit le pouvoir de la lecture et des mots, l'influence que cela peut avoir sur une vie. D'accord, il faut peut-être juste repréciser qu'Evelyne Pizier est donc décédée avant la fin du roman. Oui. Et donc Caroline Laurent lui avait fait la promesse d'aller jusqu'au bout de ce projet. Exactement. Merci beaucoup, Karine, pour tes lectures. Merci. Merci de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau dialogue littéraire. À très bientôt. Thank you.